Dans la troisième question, on considère la fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x est égal à f de x moins x. Et question petit a, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est compris entre 0 et 1 demi. Alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'après la partie 1, question petit c, on sait que x moins ln de 1 plus x, le taux sur x carré est compris entre 1 sur 2 facteurs de x plus 1 et 1 demi. Or, on a x appartient à cet intervalle, donc x est strictement positif. Cela implique que 0 est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Je note ça la relation 1 et ça la relation 2. Alors de 1 et 2, on en déduit que x moins ln de 1 plus x, le taux sur x carré, est compris entre 0 et 1 demi. Or, on sait que f' de x est égal exactement à x moins ln de 1 plus x sur x carré. Donc, f' de x, elle va être comprise entre 0 et 1 demi. Et ça, c'est valable quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour la question petit b, on doit en déduire que g est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et puis montrer que l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction g est égale à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. On a g de x est égal à f de x moins x, et on sait que f est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a x donne moins x est une fonction polynôme, donc elle est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Par suite, la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et soit x un élément de cet intervalle, on a g' de x est égal à f' de x moins 1, parce que la dérivée de moins x est moins 1. Or, on sait que f' de x est inférieur ou égal à 1 demi, et 1 demi est strictement inférieur à 1, donc f' de x est strictement inférieur à 1, d'où f' de x moins 1 est strictement négatif, et par suite g' de x est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est strictement négatif, et par suite g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Il reste à montrer que l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction g est égale à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. On sait que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc ça implique que g est continu sur cet intervalle. Est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a d'après ce qui précède, g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça va être limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. On a limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à limite de f de x moins x lorsque x tend vers 0 plus. Et on sait que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à 1. Donc on aura 1 moins 0 est égal à 1. D'autre part, on a limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini. F de x c'est x plus 1 sur x fois ln de x plus 1 et là moins x. Et on sait que f de x elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, on va factoriser par x. Donc x facteur 2
là j'aurai x plus 1 sur x carré fois ln de x plus 1 et là moins 1. Et après je vais diviser et multiplier par x plus 1. Donc ça donne limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur 2. Là j'aurai x plus 1 au carré sur x au carré fois ln de x plus 1 sur x plus 1 moins 1. Et ça donne limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur 2. Là c'est x plus 1 sur x, le taux au carré, fois ln de x plus 1 sur x plus 1 moins 1. D'après ce qui précède, on a la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de cette expression-là. Et on a la limite de x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est égal à la limite du terme de plus haut degré cx sur le terme de plus haut degré du dénominateur cx quand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est la limite de 1, x tend vers plus l'infini. Et ça vaut 1. D'autre part, on a la limite de ln de x plus 1 divisé par x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, si on fait le changement de variable t est égal à x plus 1, lorsque petit x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc ça vaut limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t. Et d'après la propriété, cette limite est égale à 0. D'où limite de x plus 1 sur x le taux carré fois ln de x plus 1 sur x plus 1 et là bien sûr moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0 moins 1, ça vaut moins 1. Et on a limite de x c'est plus l'infini et on a limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. D'où la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut moins l'infini. Et par suite, l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction g, c'est exactement l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Pour la question petit c, on doit montrer que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x est égal à x, ça c'est équivalent à f de x moins x est égal à 0. Et ça c'est équivalent à g de x est égal à 0. Donc ça revient à montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Or, on sait que g est continu et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc g est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert vers l'image de l'intervalle 0 plus l'infini qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc 0 admet un antécédent unique, alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, il existe un unique alpha appartenant à 0 plus l'infini ouvert tel que g de alpha est égal à 0. Et cela montre qu'il existe un unique alpha appartenant à 0 plus l'infini tel que f de alpha est égal à alpha. Donc, l'équation f de x est égal à x admet une solution unique alpha
dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour la quatrième question, soit A un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et soit la suite un définie par U0 est égal à A, et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à f de un. La question petit 1, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 0. Alors là, on va procéder par récurrence. Première étape pour n égale à 0. On a U0 est égal à A et on sait que A est strictement positif. Donc U0 est bien strictement positif. La deuxième étape, soit n un élément de n. Supposons que un est strictement positif et montrons que un plus 1 est strictement positif. Alors, on a un est strictement positif et on sait que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 même fermé, 0 plus l'infini. Et on a un et 0 appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de un, ça va être strictement supérieur à f de 0. Or, f de 0 est égal à 1. Donc, f de un est strictement supérieur à 1. Et par conséquent, f de un est strictement positif. D'où un plus 1 est strictement positif. Et d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Pour la question petit 2, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha. Alors là, on va utiliser l'IAF, c'est-à-dire l'inégalité des accroissements finis, IAF. Alors, soit n un élément de n, on sait que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça, c'est la condition 1. D'autre part, on sait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x est compris entre 0 et 1 demi. Et comme f' de x est positif, donc f' de x est égal à la valeur absolue de f' de x. Donc je peux dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, c'est la condition 2. Alors, de 1 et 2, et d'après l'IAF, donc d'après l'IAF, c'est-à-dire l'inégalité des accroissements finis, on a quel que soit le couple XY appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini au carré, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de x moins y. Or, le couple un alpha appartient bien à 0 plus l'infini carré. Donc, valeur absolue de f de un moins f de alpha est bien inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha. Or, f de un est égal à un plus 1 et f de alpha est égal à alpha. Donc, on obtient bien valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha. Dans la question petit 3, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha. Alors là aussi, on va procéder par récurrence. La première étape, c'est pour n
égale à 0. Alors on a d'une part valeur absolue de U0 moins alpha est égal à valeur absolue de A moins alpha. D'autre part, 1 demi à la puissance 0 fois valeur absolue de A moins alpha égale 1 demi à la puissance 0, c'est 1 fois valeur absolue de A moins alpha. Et ça, c'est égal à valeur absolue de A moins alpha. Et on a valeur absolue de A moins alpha est bien inférieure ou égale à valeur absolue de A moins alpha. Donc, valeur absolue de U0 moins alpha est bien inférieure ou égale à 1 demi à la puissance 0 fois valeur absolue de A moins alpha. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape de la récurrence, soit n un élément de n. Supposons que valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha, et montrons que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de a moins alpha. Alors, d'après la supposition, on a valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha. On multiplie les deux termes par 1 demi, donc on aura 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi à la puissance n, c'est 1 demi à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de a moins alpha. Je note ça, la relation 1. Or, d'après petit 2, je sais que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha. C'est la relation 2. Alors, de 1 et 2. Et par transitivité, on en déduit que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de a moins alpha. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a bien un moins alpha, valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha. Pour la question petit 4, on doit en déduire que la suite un elle tend vers alpha, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, d'après la question petit 3, on sait que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha. Or, on a 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1, donc limite de 1 demi à la puissance n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a valeur absolue de a moins alpha, c'est une constante. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de a moins alpha, ça vaut aussi 0. Alors, de la relation 1 et 2, alors on a de 1 et 2. Et d'après les critères de convergence, on a un est une suite convergente et sa limite, c'est bien alpha, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à alpha. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.